Quelles sont les premières images qui vous viennent en tête lorsque vous entendez le mot bimbo? Du rose? Des strass? Des lèvres bien pulpeuses agrémentées de gloss? En tout cas, la notion de féminisme n'est probablement pas la première à vous venir à l'esprit. Dans sa série d'articles Ode à la bimbo, une icône de la pop culture pour Manifesto 21, Garance Bonotto parle de diva du mauvais goût, d'icône plastique, de performeuse outrancière du féminin. Mais concrètement, c'est quoi une bimbo? Pour comprendre les origines de la bimbo, je vous invite à revenir avec moi dans sa généalogie avant d'explorer son héritage pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette vidéo Bimbo égale féminisme. Je suis hyper excitée de filmer cette vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. J'espère que vous êtes bien installés. Faites-vous une petite boisson, sortez votre tricot pour écouter en mode podcast parce qu'on est parti pour un petit bout de temps ensemble. Je suis désolée aussi pour les regards pas droits, j'ai mes notes sous les yeux histoire de pas vous mettre des tunnels et de pas me perdre en digression. Et comme je suis un peu excitée et stressée, j'ai peut-être des mimiques un peu étranges. Voilà, désolée. Et puis sur ce, c'est parti. Revenons aux origines de la bimbo. Je viens de... Attendez, faut que je vous montre mon micro quand même. Voilà. Merci Action. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Sur le front comme à l'arrière, la peur et l'angoisse se mêlent au désespoir pesant et à la mort qui surplombe, ne laissant aucune lueur concernant l'avenir, ni aucun souvenir doux capable de résister pour se donner un peu de courage. Alors, pour toucher du bout des doigts un semblant de légèreté, les soldats commencent à s'échanger des images, petits aperçus d'optimisme, de glamour et de familiarité. Sur ces images, des femmes souriantes, à la taille fine et aux hanches arrondies. Une peau lisse et des seins rebondis abordent des poses à la fois confiantes et joueuses. Ces femmes, qui correspondent en tout point à l'idée qu'on se faisait alors du physique féminin idéal, sont appelées les pin-up. Rouge à lèvres rouge, Victory Rolls maillot de bain ou robe avec col en cœur. Bon, je vous accorde, j'ai pas de Victory Rolls, mais col en cœur. Alors, je vous montre l'outfit quand même, parce que y a une implication. Ah, petit tour sur moi-même. J'espère qu'on va pas voir ma culotte. Ouh là là. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, petit fun fact concernant le rouge à lèvres rouge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une rumeur selon laquelle Hitler détesterait le rouge à lèvres rouge. Du coup, certaines femmes ont commencé à le porter en signe de résistance et en 1941, Elisabeth Ardan a créé un rouge à lèvres rouge qu'elle appelait Victory Red et c'est là que le rouge à lèvres rouge est devenu vraiment iconique et un vrai symbole de résistance. On a tous déjà vu une image de pin-up, que cela soit sur des calendriers, des cartes postales ou même, à l'époque, sur des aéronefs militaires. Mais qui sont-elles? Le terme pin-up vient de l'anglais pin, qui signifie littéralement accroché, et up, qui veut dire en haut, car les premières images de pin-up étaient des représentations de femmes, notamment sur des cartes postales que l'on accrochait au mur. Ainsi, quand le terme apparaît dans les années 30, il ne se réfère pas uniquement aux pin-up girls, mais à toutes les impressions, illustrations que l'on accrochait au mur. L'esthétique de la pin-up girl s'inspire du cabaret burlesque dans les années 20 et se développe avec la montée des stars hollywoodiennes et du mannequinat dans les années 40-50 et représente une personnification de l'idéal féminin. Alors, petit topo sur ce qu'est le cabaret burlesque. Le cabaret burlesque, il se développe à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec de nouveaux styles de performance et des artistes qui jouent avec les codes de la comédie, mais aussi une esthétique raffinée et des costumes flamboyants. L'ensemble crée des spectacles déjantés, à la fois sensuels et drôles. Et donc, la pin-up s'inspire du cabaret burlesque pour se créer. On ajoute à ça les idéaux masculins en matière de beauté féminine. Waouh! Et on obtient la pin-up qui se développe surtout dans les années 40-50, comme j'ai dit précédemment, notamment avec les stars hollywoodiennes et le mannequinat.
Toutefois, il est important de se rappeler que la plupart du temps, les pin-up étaient des danseuses de cabaret ou des travailleuses du sexe, car en tant que femmes utilisant leur corps et leur apparence physique pour vivre, elles étaient la cible de nombreuses critiques et de beaucoup de jugements. Mais pour les plus chanceuses, se plier à cet idéal de beauté féminin selon le regard des hommes, car les personnes qui s'occupaient des castings, les personnes qui créaient les films, les personnes qui choisissaient les mannequins pour les pubs, c'était des hommes. Donc, se plier à leur regard ouvrait les portes d'une industrie qui se développe au sortir de la guerre, alors qu'une société de loisirs se développe, le cinéma. Une carrière au cinéma, pour une femme, cela représente une grande opportunité, une perspective d'un avenir autre que celle de femmes au foyer. Pendant la guerre, les femmes ont touché du doigt un semblant d'indépendance, car elles ont dû remplacer les hommes partis au front. Cela leur a donné un sentiment d'émancipation qu'elles ne sont pas prêtes à abandonner. C'est dans ce contexte que deux archétypes féminins se développent au cinéma. D'une part, la blonde stupide. Joanna Pittman, journaliste pour The Times, explique dans son livre On Blondes que l'archétype de la blonde stupide a été popularisé par des actrices telles que, évidemment, Marilyn Monroe ou encore Jane Mansfield dans des films comme How to Marry a Millionaire. Elle écrit: Ils ont banni tous ces modèles de femmes aux carrières judicieusement choisies des films de guerre. Des femmes fortes et sûres d'elles-mêmes, qui retroussaient leurs manches, le tout sans maquillage et faisaient avancer les choses. À leur place, ils ont mis Monroe. Ainsi, les hommes, effrayés par le vent d'indépendance féminine qui souffle au sortir de la Seconde Guerre mondiale, créent une femme splendide, sur laquelle ils peuvent fantasmer, mais stupide, qui ne représente pas une menace pour leur poste. D'autre part, un autre archétype féminin se développe au sortir de la guerre, dans les films noirs, la femme fatale. Les films noirs émergent en particulier après la Seconde Guerre mondiale et se caractérisent par un profond cynisme et une ironie mordante. On y suit souvent un détective qui fait parfois la rencontre de la fameuse femme fatale. Dans son livre The Femme Fatale, Julie Grossman, professeure d'anglais, de communication et d'études cinématographiques, souligne que là où le cynisme des héros des films noirs est perçu comme cool et marrant, voire même attirant, il n'en va pas de même pour les femmes. Pour les femmes, afficher un tel cynisme brise le modèle de genre conventionnel, menaçant l'idolâtrie culturelle des mères et des vierges. De plus, Julie Grossman donne une définition de la femme fatale. Le personnage est généralement compris comme une femme belle qui séduit un protagoniste masculin, l'entraînant dans la criminalité et un réseau de tromperies et provoquant sa mort. On constate en effet à travers l'histoire que la beauté féminine a souvent été perçue comme dangereuse, bien qu'elle soit établie comme un idéal à atteindre. On peut illustrer ce phénomène par exemple avec le mythe des sirènes, mais ça c'est un autre sujet. L'autrice explique: les mauvais garçons ont toujours été plus facilement adaptés en types sociaux acceptables. Les mauvaises filles, en revanche, sont souvent diabolisées et punies pour leur résistance aux normes sociales. Et j'ajouterais même que c'est parfois simplement parce qu'elles résistent à ces normes sociales qu'on les qualifie de mauvaises filles. Finalement, la femme fatale est présentée comme dangereuse à cause de sa beauté, alors qu'elle est simplement une femme qui refuse l'image d'une mère ou d'une vierge douce qu'on cherche à lui imposer. Ainsi, en s'inspirant du burlesque, une image d'un féminin idéal, confiant et joueur, se crée dans l'imaginaire collectif afin de répondre à la morosité générée par la Seconde Guerre mondiale. Bien que ces femmes, idéalisées, étaient dans les faits souvent la cible de critiques. En effet, conscientes de leur beauté et fortes de l'émancipation que leur a permis leur implication à l'arrière pendant la Seconde Guerre mondiale, ces femmes sont ensuite perçues comme des menaces par les hommes qui affichent leurs vices avec l'archétype de la femme fatale ou tentent de se rassurer
en créant la blonde stupide. Mais alors, quand est-ce que la bimbo intervient ? Ce détour historique est bien nécessaire pour comprendre ce qu'est une bimbo, car comme Garance Bonotto le dit dans sa série d'articles, Marilyn est la sainte patronne de toutes les bimbos. En effet, elle a participé à élaborer les codes de cette féminité performative. La bimbo est un pur produit télévisuel qui se développe dans les années 90-2000, directe héritière des actrices inspirées par le style pin-up. La bimbo, comme ses ancêtres, se plie à des critères de féminité établis par les hommes, dont elle joue en les caricaturant, en les poussant à l'extrême. Selon Garance Bonotto, les bimbos sont des femmes qui réalisent que le désir des hommes est un moteur important de réussite sociale et sentimentale. Qu'être sexy est un pouvoir. Donc la bimbo représente aussi une certaine liberté sexuelle. Toutefois, la bimbo, si elle est libérée sexuellement et peut multiplier les amants, les mariages, les foyers, subit un double standard classique entre hommes et femmes en matière de sexualité. C'est le slut-shaming. Garance Bonotto explique. Une femme n'est pas un don Juan, mais une fille facile, instable, ou une salope. Ainsi, l'autrice dénonce la volonté de contrôler la figure de la bimbo en la maintenant dans une description en fonction des hommes et jamais en tant qu'être autonome et libre. Finalement, elle définit le terme de cette façon. Le mot bimbo est une assignation péjorative à la puissance performative. Il crée ce qu'il nomme. La bimbo est un archétype. Elle n'existe pas en soi, mais naît de l'accumulation de différentes représentations culturelles. Elle persiste ensuite dans l'imaginaire collectif via des images qui se veulent des définitions. Blonde, pulpeuse, refaite, sexy, bête, belle. Afin de se la représenter, on peut penser à des femmes telles que Loana Duloft, Pamela Anderson, Paris Hilton, Lolo Ferrari, Britney Spears, ou bien se pencher sur le film Mean Girls. Get in, loser, we're going shopping! Le film Mean Girls est sorti aux États-Unis en avril 2004. Dans cette œuvre, Regina George, interprétée par Rachel McAdams, est un exemple parfait de bimbo. Elle pousse la performance de la féminité à son paroxysme, dans ses tenues notamment. Elle est une grande séductrice. Elle est également présentée comme superficielle et intéressée avant toute chose par son apparence et sa popularité. De plus, elle est dépeinte dans le film comme méchante. Elle est accompagnée de 2 acolytes, Gretchen et Karen, avec qui elle forme les Plastiques, un nom qui souligne leur superficialité. Gretchen et Karen sont également représentées comme très belles, des belles gosses ultimes, mais superficielles et méchantes. De plus, on assiste à la reprise pure et dure de l'archétype de la blonde stupide qui est même caricaturée avec Karen. What are you? I'm a mouse. Duh. Donc, ces filles qui jouaient des codes de la féminité pour s'émanciper, être actrice plutôt que femme au foyer, femme fatale plutôt que vierge manipulable, et mettaient en scène leur beauté selon des critères masculins, sont maintenant dépeintes comme méchantes et stupides. Ce sont des coquettes. Il faut savoir que le terme coquette provient du théâtre et désigne à l'origine une femme séductrice et superficielle, au théâtre donc. Ces femmes sont désormais des coquettes, des pain-bêches, des femmes prétentieuses, des pétasses, des femmes vulgaires et importunes. Elles sont belles, elles le savent, et elles en jouent. Bref, Gretchen, Karen et Regina sont des bimbos. D'un autre côté, on constate que Cady Heron, interprétée par Lindsay Lohan, est tout d'abord complètement à l'opposé des codes des Plastiques. Elle apparaît comme innocente et gentille dans son look naturel et sans paillettes. Puis, au fur et à mesure qu'elle s'approprie ces codes de la féminité selon le regard des années 2000, elle devient de plus en plus méchante et multiplie les coups de garce. Cela véhicule l'idée que aimer le rose et les paillettes, ça signifie être superficielle et méchante.
baby, you're not pretending anymore. You're plastic. Cold, shiny, hard plastic. Because you are a mean girl. You're a bitch. Donc ces filles sont en quelque sorte de nouvelles femmes fatales, mais associées à l'archétype de la blonde stupide. Et leur manipulation porte sur des objets dérisoires et risibles, transmettant cette idée que la femme qui s'intéresse à son apparence est bête et méchante. Cela fait écho aux propos de Garance Bonotto à propos de la bimbo. C'est une femme intéressée, qui construit sa carrière sur la base de sa plastique, cette dernière lui procurant argent, popularité et autonomie. Et cela lui sera toujours insidieusement reproché, car ce pouvoir et cette indépendance font peur. On a donc ici une illustration de cette réalité paradoxale que l'on voit apparaître très tôt. Les hommes préfèrent les femmes naturelles à celles qui usent d'artifices pour correspondre aux critères de beauté et de féminité qu'ils ont eux-mêmes établis, qu'ils leur ont eux-mêmes imposés. Par exemple, dans une archive INA de 1972, on constate que les hommes interrogés apprécient le maquillage, mais toujours léger et naturel. Sinon, on entre dans le trop, et cela est jugé outrancier, voire carrément vulgaire. C'est de la pommade? Non. Ouais, de la peinture, quoi. Moi, j'appelle ça de la peinture, quoi. Est-ce que vous croyez qu'il est indispensable qu'une femme se maquille? En principe, oui. Enfin, tout dépend. Il y a maquillage et maquillage. Il y a le pot de colle et puis le maquillage discret. Elle a beaucoup plus de charme étant maquillée. À mon avis, elle est beaucoup plus jolie quand elle est maquillée, légèrement tout au moins, sans trop d'ostentation. Oh, certainement, parce que, vous savez, au lever, il n'y a pas beaucoup de femmes qui puissent se vanter d'être belles au départ, je pense pas. Il y a le maquillage qui est fait d'une façon correcte et par des professionnels, et puis le maquillage fait par les intéressés eux-mêmes et qui est quelquefois un peu outrancier, disons. Je crois que certaines personnes devraient prendre des cours de maquillage. Oui. Plus récemment, on trouve dans un article en ligne du journal Elle, rédigé par Laura Isaz, intitulé « Maquillage, ce que les hommes préfèrent ». Des parties tour à tour intitulées « Les hommes n'aiment pas le trait d'eyeliner ». Les hommes aiment la French manucure. Les hommes donnent au maquillage un rôle de séduction. Et évidemment, les hommes préfèrent les femmes naturelles. Le tout accompagné de témoignages. Jean-François, 38 ans. Jérôme, 32 ans. Louis, 22 ans. Frédéric, 55 ans. Kevin, 24 ans. Et Laurent, 38 ans, avouent ne pas aimer les femmes qui se maquillent comme des pots de peinture et trouvent que c'est bien plus joli une femme qui se maquille très légèrement, voire pas du tout. Ainsi, les femmes sont montées les unes contre les autres. D'un côté, les nanas stupides, superficielles et méchantes qui aiment le rose et prendre soin de leur apparence. D'un autre, la fille pas comme les autres, qui cultive son intellect et possède une beauté naturelle. Le podcast de France Inter, intitulé « La Pick Me Girl, encore un nouvel archétype féminin », analyse ce nouveau type de femme, la fille pas comme les autres, qui se retrouve notamment au début des années 2010 dans de nombreux films, livres et séries, poussant un nouvel idéal à atteindre pour les petites filles et les femmes, puisque la fille pas comme les autres est intelligente, drôle et choisit le burger plutôt que la salade, tout en correspondant aux critères quasiment inatteignables de beauté féminine établis par la gente masculine. Désormais, si les femmes veulent obtenir de la reconnaissance, elles doivent toujours se plier aux attentes du regard masculin, mais maintenant cela doit être indétectable. Sinon, on est une bimbo superficielle et méchante, écervelée, et on est invité à détester cette bimbo. La fille, pas comme les autres, c'est quelqu'un qui se base sur les pires stéréotypes féminins pour montrer à quel point elle s'en démarque, contrairement aux autres filles. Une fille naturellement canon, qui fait du sport, boit de la bière et a un penchant pour l'humour gras. Bref, un fantasme de mec hétérosexuel qui rêverait donc de coucher avec leurs potes, sauf que ce serait une fille. Pour illustrer, on peut par exemple citer la chanson You Belong to Me de Taylor Swift où elle chante « Elle met des mini-jupes et moi des t-shirts ».
descendant ainsi une fille correspondant aux critères traditionnels de féminité pour apparaître, elle, comme la fille cool et naturelle. Toutefois, aujourd'hui, ces femmes naturelles à tout prix ne sont plus un idéal que l'on vise, mais des pick-me, qui insistent trop sur leur coolitude et ne sont donc plus naturelles. On est invité à détester les pick-me. Mais alors, si on tape sur la fille pas comme les autres, devenue pick-me, qui tapait elle-même sur les bimbos, où est le féminisme ? On l'a vu. Même si les femmes se pliaient au male gaze pour construire une féminité performative, cela leur a servi d'outil d'émancipation, en leur offrant des rôles autres que celui de femme au foyer. Mais quand la société a commencé à bouger, la femme à acquérir plus de droits, maquillages et mini-jupes ont obtenu une très mauvaise réputation. Attribut typique de femmes superficielles, méchantes, calculatrices mais stupides, détestées tant par les hommes que par leurs congénères. On voit alors apparaître un nouvel idéal, celui de la femme naturelle, qui est elle aussi très vite critiquée pour son manque de naturel. Quelle joyeuse histoire! Donc, aujourd'hui, si c'est toujours le naturel qui est préféré, ce naturel doit être discret. On ne doit pas revendiquer être naturel. D'une part, car cela pourrait revenir à taper sur les femmes qui ne le sont pas. D'autre part, parce que les hommes ne veulent pas d'une performeuse, d'une fausse naturelle. Les féministes alertent donc aujourd'hui les femmes. Ne tapons pas sur les pick-me. On observe également que les femmes se réapproprient les codes canoniques d'une féminité jugée artificielle et outrancière. N'en déplaise aux hommes. On parle d'hyperféminité. Par exemple, si on prend le terme Tana, popularisé ces dernières années sur les réseaux sociaux, synonyme de chouin ou encore de pétasse, il est dans un premier temps utilisé par les hommes comme insulte pour qualifier une femme à la beauté superficielle et artificielle qu'ils jugent de fille facile mais calculatrice, d'aguicheuse, bref, une bimbo moderne. L'insulte est très vite reprise par les femmes, pour les femmes, qui se revendiquent fièrement Tana. Ce que j'aime de ma génération, c'est qu'un jour, des hommes ont créé le mot Tana pour oppresser les femmes, et on a utilisé ce mot pour en faire quelque chose de libérateur et engagé. Et aujourd'hui, je me balade dans la rue avec un gros Tana écrit sur mes gros seins. On se souvient toutes de Tanaland, ce monde fictif, tout rose et sans hommes, popularisé par des tiktokeuses telles que Adja, Polska ou encore Too Much Lucille. Je me permets un petit ajout au montage pour préciser que la réappropriation de critiques n'est pas un phénomène nouveau. En effet, on l'avait déjà observé au début du XXe siècle avec le fauvisme. Le fauvisme est un mouvement pictural qui se caractérise par des couleurs pures, vives, discordantes, qui s'entrechoquent avec des éléments de mouvement, de profondeur et d'animation sur la toile, le tout sur un dessin simplifié et grossier, voire inachevé. Ce mouvement était très fortement critiqué. On parlait de folie de la couleur, d'aberration, de barbarie, d'outrance, ou encore de pots de peinture jetés à la face du public. D'où l'appellation « fauve » pour définir ces peintres. Il fallait comprendre « fauve » comme une insulte signifiant « sauvage ». Mais ces peintres ont décidé de se le réapproprier et ont appelé leur mouvement le fauvisme. On observe un phénomène similaire avec le cubisme, pour vous citer un autre exemple. Donc finalement, la Tana ou la bimbo, c'est un peu l'art de l'hyperféminité. Faux ongles, faux cils, paillettes, tous ces éléments critiqués par les hommes, qui servaient pourtant autrefois à correspondre à leurs idéaux en matière de beauté féminine, sont aujourd'hui repris par les femmes, pour les femmes. C'est l'hyperféminité. Et on assiste à la renaissance de styles iconiques, comme le Mac Bling des années 2000 ou encore le Gairu dans la communauté alternative. Aujourd'hui, on est également capable de reconnaître et de souligner différents problèmes. Dans le cas du Mac Bling, c'est un style qui revient avec l'influence du Y2K et on lui donne des noms tels que Bimbocore,
Barbiecore ou encore Bubblegum Beach. Il faut savoir que le McBling a été porté et incarné par des stars telles que Paris Hilton. Il était caractérisé par des marques comme Juicy Couture ou encore Playboy, ainsi que des couleurs comme le rose vif, des strass, des crop tops, des jeans taille basse, des jupes taille basse avec un supplément piercing au nombril, et tout un tas d'accessoires comme de grandes créoles ou encore de grandes lunettes de soleil. Le problème du McBling, c'est qu'il est représenté par des femmes blanches, très fines, très riches, souvent blondes, donc très élitiste et limité, pas du tout inclusif. Pourtant, le McBling n'est pas inventé par ces riches femmes blanches. Il est en réalité inspiré du bling bling, un style créé et popularisé par la communauté afro-américaine. Dans le cas du gairu, le gairu est un style japonais inspiré de la mode américaine. Aujourd'hui, on est capable de critiquer les blackface qu'ont effectué les premières gairu. D'autre part, si on remonte aux origines de l'hyperféminité, encore plus loin que la pin-up, plus loin que la femme fatale, plus loin que la blonde stupide, au berceau de l'hyperféminité, le burlesque. Il faut savoir que le burlesque est lui-même un produit de la mixité culturelle. En effet, il s'est créé en mêlant tradition du théâtre occidental avec de la musique et des danses développées par les communautés afro-américaines, le tout accompagné d'une bonne grosse influence de la communauté LGBTQI2A+. Finalement, si être une bimbo aujourd'hui c'est dire fuck aux attentes masculines en matière de beauté, il s'agit aussi de reconnaître les racines de cette esthétique et de célébrer ses origines dans leur entièreté. La bimbo d'aujourd'hui intègre des femmes et des hommes de toutes origines sociales, de toutes orientations sexuelles, de toutes formes, de toutes couleurs, et joue de cette hyperféminité sans pour autant cracher sur les individus qui choisissent de ne pas utiliser ces codes. La bimbo de 2026 explore une féminité performative et inclusive, qui n'est pas l'ennemi de la pick-me, mais son allié face aux pressions que l'on fait peser sur les personnes perçues comme des menaces par l'homme hétérosexuel, blanc, cisgenre. Alors là, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je viens pas de clamer que ces hommes, pourvus de nombreux adjectifs, sont les ennemis à abattre, mais simplement que on n'en a plus rien à foutre de correspondre à leurs préférences en termes d'esthétisme et qu'on n'a plus besoin de correspondre à leurs critères pour atteindre un semblant d'autonomie. Bon, voilà, j'ai bien parlé, j'ai essayé de structurer mes propos, j'espère que tout ça a été clair. J'aurais pu aller encore bien plus loin, mais bon, il faut savoir se limiter, histoire de pas tomber dans terrier sur terrier sur terrier. Et puis moi, il est temps que je retrouve la lumière du soleil, même si avec le temps de montage, c'est pas pour maintenant. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, si j'ai réussi, vous avez toutes mes sources en description. Comme ça, si jamais vous voulez aller creuser plus en profondeur les sujets que j'ai juste survolés, ce que je vous invite à faire, par exemple, sur la question de comment le McBling s'est imprégné du bling bling, eh bien allez-y, libre à vous, c'est vraiment des sujets hyper intéressants, donc je vous invite vraiment à le faire. Et puis sur ce, moi j'ai très hâte de voir comment cette vidéo va être accueillie. Et je vous dis ciao ciao, la bise et à la revoyure.